Attention, Marc Legendre et les baladins du miroir. Un jour, je ne pas. Bonsoir, bienvenue à tous sous le chapiteau d'El Grito, ici à Kuckelberg, dans le cadre du festival Up, la Biennale internationale du cirque. Bonsoir Soraya, bonsoir Cédric. En octobre prochain, paraîtra un magazine qui devrait s'appeler Capital Cirque. Un magazine dont vient nous parler quelqu'un qui connaît bien les arts circassiens, le monde du cirque. C'est Laurent Ancion. Alors ce type, il a plein de casquettes, journaliste, auteur de chansons, interprète de chansons aussi, mais également auteur de nombreux livres sur et autour du théâtre. On lui doit récemment un livre sur l'histoire de la charge du rhinocéros et également une très belle biographie du comédien René Hainaut qui nous a quittés il y a maintenant un an ou deux. Bonsoir Laurent Ancion. Bonsoir Eric. C'est un monde que vous connaissez bien, le monde du cirque. Et donc ce magazine qui paraîtra en octobre prochain, c'est quoi? C'est une première, un magazine consacré au cirque? Entièrement consacré au cirque et avec une régularité trimestrielle. Oui, il y a déjà eu des essais par le passé, notamment le magazine Parade, mais qui a connu un numéro, un splendide magazine. Ici, c'est vraiment l'idée d'une fidélité à un secteur en plein développement. Alors, on peut se dire, mais un trimestriel entièrement consacré à une discipline artistique, c'est un peu ambitieux. Mais justement, on l'a vu, enfin, vous le voyez tous les soirs de cette semaine, le cirque est en plein boom. Il connaît une expansion aussi au niveau des disciplines artistiques. Et donc, finalement, ce n'est pas se consacrer à un petit segment artistique, mais à un ensemble qui se développe. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, en tant qu'observateur privilégié de ces arts circassiens, qu'est-ce qui vous frappe dans l'évolution de cet art aujourd'hui ? Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que le plus frappant a eu lieu. Je pense que c'est depuis la nuit des temps, en fait. Le cirque, par rapport à d'autres secteurs, peut-être comme le théâtre ou la danse, est un art qui est en perpétuelle réinvention depuis ses débuts. L'art lui-même s'invente à un moment où le mouvement sort d'une utilité, finalement, c'est-à-dire se baisser pour ramasser, pour faire une récolte, courir pour attraper un animal et le manger, mais le moment où le geste héroïque devient représentation. En fait, à ce moment-là, voilà, les dés sont lancés et finalement, le cirque va courir jusqu'à nous dans un développement humain principalement centré sur le corps humain. Il y aura quoi en fait dans ce magazine? Parce que c'est vrai que c'est ambitieux. Des interviews, vous allez raconter l'histoire du cirque. Comment vous allez, entre guillemets, le remplir, ce magazine? La principale mission, je pense, de ce magazine, ce sera d'évoquer tous les aspects du cirque, c'est-à-dire formation, création, diffusion. Donc je pense que c'est ce qu'on ignore peut-être davantage ici, c'est que non seulement Bruxelles est une terre de création circassienne, mais aussi de formation. Donc il y a énormément d'ateliers et donc ça va être aller à la rencontre de ce monde-là dans sa singularité. Est-ce que le cirque bruxellois ou belge a des spécificités? Oui. C'est ça qu'on va essayer de démontrer. Et c'est quoi? Est-ce qu'il a des spécificités? Je pense que ce sera la question principale de l'aventure du magazine. Donc fatalement, on n'a pas encore de réponse, mais je pense que si on observe un peu autour de nous, si on s'interroge, je pense que le cirque est caractérisé d'abord par les artistes qui le portent. Donc fatalement, la discipline en elle-même n'existe pas seule. Ce qui est intéressant de constater, on en parle depuis le début de cette semaine, et on peut le constater dans le domaine de la danse également, c'est le mélange des genres. C'est qu'aujourd'hui, la danse s'intéresse à l'infographie, à la vidéo, au théâtre. Le cirque aujourd'hui aussi s'intéresse aux nouvelles technologies, s'intéresse au tractopelle même. Enfin, je veux dire, on a reçu hier une compagnie qui fait un spectacle avec un tractopelle. Donc, il y a vraiment de tout dans le cirque aujourd'hui. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de délimiter les frontières de ces arts circassiens? Il est difficile de le faire, mais il est important d'essayer. Je pense que chaque art continue à avoir la vidéo, par exemple, à ses limites. Le cinéma, l'expérience cinéma, même si on peut la pousser très 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 loin, on peut désagréger les arts, mais il reste toutefois au cirque des notions importantes qui définissent l'art en lui-même. Quels sont les éléments, je dirais, minimum qu'il faut pour qu'un spectacle puisse être qualifié de cirque? Je pense que la notion de prouesse, de réussite et d'exploit, c'est trois notions qui sont assez fondamentales. Après, on peut les observer de quelque façon que ce soit. Vous avez reçu hier soir une compagnie, effectivement, où quelqu'un est a priori incapable
puisqu'il Il est handicapé. il travaille Ouais. voilà, il est en relais avec ce tractopelle parce que lui-même, notamment dans un des deux spectacles, n'est plus a les jambes qui ne bougent plus, tout simplement. Voilà, il est paraplégique. Et bien voilà, capable autrement. C'est quoi la vraie prouesse aujourd'hui? Est-ce que c'est effectivement, si c'est jongler avec de plus en plus de balles, ben là, ça n'a pas de limite et sans doute le cirque n'est pas très intéressant. Si par contre c'est jongler avec une balle, mais le faire d'une façon qu'on n'a jamais vue, ça c'est intéressant. Est-ce que le cirque est à la mode aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie vitalité ici en Belgique. Je pense que le cirque peut-être est à la mode de façon inattendue pour les gens qui ne le connaissent pas encore. C'est peut-être difficile de dire, je ne sais pas moi, la musique électronique, le down tempo est à la mode pour les gens qui ne le savent pas encore, parce que c'est peut-être plus pointu, plus difficile d'accès. Le cirque, je pense, a cette force à travers le temps, comme je le disais tout à l'heure aussi. C'est sa force quand le cirque moderne naît au 19e siècle, c'est en fait de s'adresser non plus aux aristocrates, mais aux bourgeois à l'époque. Et donc ça a toujours été un art populaire. Est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui? Ah, par la force des choses, je pense que oui. Du fait que le vecteur, le langage soit basé sur l'expressivité des corps, je pense que ça le rend particulièrement universel et particulièrement populaire et particulièrement indémodable. Alors le magazine s'appellera, pour l'instant peut-être que le titre va changer, mais Capital Cirque. C'est vrai que Bruxelles aujourd'hui est une des capitales du cirque. Est-ce que c'est un magazine qui analysera aussi les différentes manières de faire du cirque suivant les pays? Parce qu'ici, il y a des gens qui viennent de Palestine, qui viennent de Scandinavie, qui viennent d'Italie, d'Espagne. Ce sont des cirques différents, c'est une manière différente d'aborder suivant les pays ces arts circassiens? Le cirque aujourd'hui, donc la réponse est oui. Le cirque aujourd'hui, vous l'avez vu, et dans la programmation de Up, je pense qu'on le sent aussi, il y a une inquiétude des temps présents, on peut dire ça comme ça, une inquiétude sociale, une inquiétude politique. Le cirque palestinien, par exemple, c'est quand même, voilà, comment est-ce que des corps peuvent traverser les frontières alors qu'ils sont invités tout le temps à s'arrêter, à buter contre les barbelés, contre le béton. Donc aujourd'hui, un cirque contemporain, je pense, ne peut plus ignorer les temps présents. Alors fatalement, en Italie, on ne va pas faire du cirque comme au nord de l'Europe, ou bien en Grèce, on ne va pas faire du cirque comme en Belgique. Donc oui, bien sûr, il y a des caractéristiques, et je pense que la Belgique n'échappera pas à ce que l'on sait d'une caractéristique majeure de ces artistes, qui est la dérision. Je pense par exemple au cirque démocratique de la Belgique qui est visite ce week-end. Là, on est vraiment typiquement dans une forme de... Donc c'est un vote, un faux vote démocratique pour que le public choisisse les morceaux. On en parlera demain, ils seront présents avec nous. Voilà, demain, et je pense que c'est un très bel exemple de ce qu'on pourrait appeler du cirque belge. On peut parler de la formation aussi, formation des adultes, mais formation des tout petits ici en Belgique. Voilà, dès 2-3 ans, il y a de vos petits-enfants aussi. Il y a des stages qui sont proposés. Est-ce que c'est typique à la Belgique ou est-ce qu'on retrouve ça un peu dans tous les pays où le cirque est présent? C'est quelque chose qui est assez développé parce que je pense que la conscience psychomotrice, enfin, sans vouloir théoriser à outrance le rapport aujourd'hui à la pédagogie des enfants, mais je pense que la psychomotricité, c'est quelque chose qui se répand, qui s'étudie à l'université aujourd'hui. Et je pense que par cet axe-là, effectivement, il y a une sensibilité assez répandue à des ateliers de cirque. On en a conscience aujourd'hui qu'il n'est pas impossible, on n'est pas non plus dans une pédagogie chinoise. C'est la caricature du chinois l'entraînement qui déforme le corps, évidemment. Alors, il y aura une conférence le samedi prochain, le 29, de 10 à 12 heures, ici, sous le chapiteau El Grito, sur les possibles ou impossibles coproductions internationales. Donc, c'est vrai que c'est aussi, ce festival, une manière de réfléchir sur le marché, entre guillemets, du cirque aujourd'hui pour les jeunes artistes. Et puis, laissez-moi vous présenter les gens qui nous entourent et qui s'échauffent, qui s'entraînent. Il y a entre autres Gert et Kenzo du Carré Curieux. On les recevra demain. Ils présentent également un spectacle ici, dans le cadre du festival Up. Et puis, l'atelier récréation, ce sont des jeunes artistes circassiens qui viennent de peu partout en Europe et qui préparent la fête de clôture de ce festival qui aura lieu donc le 30 mars prochain. Vous allez bien sûr sur notre site pour en savoir plus. Vous aurez tous les renseignements et tous les liens également. Et puis donc en octobre prochain, ce magazine qu'on suivra de près, mon cher Laurent. Merci. Cédric nous emmène au théâtre. Là, on quitte le chapiteau pour rentrer dans un théâtre en dur. Ouais. C'est le théâtre de Poche et qui nous présente depuis quelques jours Poids Plume. C'est une mise en scène d'Axel de Bossery. Tiens, c'est quelqu'un qu'on connaît, Axel de Bossery. Compagnie Arsenic, c'est un ancien de la compagnie Arsenic et c'est vrai qu'on va retrouver plusieurs d'anciens de la compagnie Arsenic dans ce spectacle. Spectacle complètement fou, complètement en barge. Vous avez une 50aine d'années, Eric. Est-ce que ça va dans la vie? C'est quoi cette question? Je ne sais pas, parce que le personnage principal, eh bien, c'est une dame. Qui s'appelle Madame Plume. Oui, Madame Plume. Elle a 50 ans, ou Plume, c'est selon. Elle a 50 ans et elle, dans sa vie, ça va, mais ça ne va pas.
C'est-à-dire qu'elle a Elle un a une mari, vie un peu plate. elle a une vie plate. Son mari, il est un petit peu grassouillé, un peu moumou. Sa fille, elle est un petit peu grassouillette, un peu molle-molle. Sa vie sexuelle, elle est un petit peu molle-molle aussi. Et donc finalement, ça va, mais ça ne va pas. Elle a envie d'aventure. Et comme elle passe son temps à regarder la télé à longueur de temps, eh ben, elle est baignée dans ce qui nous entoure, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance, le besoin d'aventure, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut rêver. Et elle rêve. Elle rêve, cette dame. Elle rêve d'une autre vie. Et pour ça, il y a une agence un petit peu particulière qui s'appelle la boîte permanente, qui prend en charge tous vos problèmes, eh bien, qui va intervenir et qui va lui dire, on va vous offrir une magnifique vie. Ouais. On va vous offrir l'aventure. Et c'est là que ça part totalement en dérision dans le burlesque, parce que qu'est-ce qu'on va lui offrir comme aventure? On va lui offrir par exemple un plan catastrophe grec. Ça va jusque-là? C'est pas très réjouissant en principe. On va lui offrir des extraits télé d'un homme politique qui parle de crise, qui dit en gros on est tous dans la merde. Il y a deux possibilités, qu'on soit vraiment dans la merde ou un petit peu moins. Il le dit très clairement. Donc on parle de crise, on parle de tout ce qui nous entoure finalement autour de nous, des valeurs qui elles aussi partent un petit peu et disparaissent. Et donc finalement le message de ce spectacle, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'on est vraiment dans un environnement burlesque, un environnement complètement fou. Ça dure une petite heure. À la fin du spectacle, on se dit tiens, c'est le noir, c'est fini. Qu'est-ce Ça racontait quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer dans ce spectacle? Donc, il y a des gens qui aiment ce genre de dérision, qui aiment ce genre de spectacle. Il y en a d'autres qui sont restés un petit peu la bouche ouverte en se disant qu'est-ce qu'on vient de voir. Donc voilà, c'est un spectacle qui, à mon avis, va vraiment faire les pour et les contre. Les pour et les contre. Et les contre-contre. C'est très, très étonnant. Il y a une chose qui m'a fait rire dans le discours de l'homme politique, c'est que finalement, il dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la croissance, elle ne croît plus, elle descend plutôt. La bonne nouvelle, c'est que quand on tombe d'un point un peu plus bas que haut, on se fait moins mal. » Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est le genre de phrase qui ressort. Mais après, il n'y a pas de message, je pense, dans ce spectacle. On parle de ce qui nous entoure dans notre société. C'est un vrai délire. C'est très étonnant aux poches. On est habitué aux poches quand on sort d'un spectacle à se prendre la tête et se dire « Ouh là là, où est-ce que j'en suis dans ma vie Je vais regarder mes enfants ou mes ados différemment. » Là, on se dit juste « Tiens, on n'irait pas boire un coup et essayer de débriefer parce que je ne sais pas très bien ce qu'on doit en penser. » Alors, c'est de Mireille Bailly, avec Mireille Bailly, qui donc joue Madame Plume. Ça s'appelle Poids Plume. C'est également interprété par Axel de Bossery qui met cette pièce en scène. Karen de Padua, Denis Punga, et puis il y a également des vidéos avec Olivier Coyette et Jean-Luc Pirot. C'est jusqu'au 5 avril au Théâtre de Poche. Je vous remercie, ça va assez bien. Merci beaucoup Laurent d'avoir été des nôtres. Nous allons maintenant poursuivre cette émission avec de la littérature et Antoine Bueno qui va nous rejoindre ici dans le cirque El Grito sous chapiteau. C'est un écrivain français à qui l'on doit des romans comme Le soupir de l'immortel ou Le triptyque de l'asphyxie, mais aussi des essais comme Le Petit Livre Bleu. Vous savez, vous vous souvenez ce que c'est, Le Petit Livre Bleu? C'est un livre sur les Schtroumpfs, tout simplement. et puis, oui, voilà, Le Petit Livre Bleu. Et puis également, il est également l'auteur de Je suis de droite et je vous emmerde. Voilà, son dernier roman s'intitule Bienvenue Antoine Bueno. Ça commence bien. Votre dernier roman, le voici, chez Albin Michel, Le Maître Bonsaï. Et alors là, on n'est pas du tout dans un truc humoristique, mais plutôt un truc un peu angoissant, quand même. Le Maître Bonsaï, c'est le héros de ce livre, un héros un peu autiste. Il a une soixantaine d'années. Chez lui, c'est à la fois sa boutique, son atelier de bonsaï, et puis chez lui, il dort comme ça à même le sol. Il réfléchit beaucoup et on sent que dans sa réflexion, c'est quelqu'un qui n'a pas toutes ses cases, en tout cas qui a quelques problèmes. Il s'est retiré du monde. Il a préféré le végétal. Il fabrique des bonsaïs au monde humain. Et puis un jour, la porte s'ouvre de sa boutique et une jeune femme va rentrer et commence alors une relation pour lui qui va être très déstabilisante. Son passé va lui revenir à la figure. Et puis cette jeune femme aussi va connaître une transformation physique assez étonnante. C'est quoi ce bouquin? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors c'est fabuleux, je vais y aller parce que vous avez tout résumé. Mais j'ai pas dit le principal. Non, heureusement. Mais je vois que vous avez un esprit extrêmement concret parce qu'il n'y a vraiment aucune indication de temps et vous arrivez au maître bonsaï à lui donner un âge. Vous dites qu'il a 50-60 ans. Alors pourquoi pas? Effectivement, je l'ai vu comme ça, moi. C'est tout à fait possible. Effectivement. Elle l'appelle vieux con aussi, la jeune fille. Elle l'appelle. Alors bon, c'est gentil pour les gens qui ont 50-60 ans et qui nous regardent. Non, mais c'est le vieux. C'est le vieux. Voilà. Vous avez quel âge, voilà. Vieux con, c'est ça. Oui, voilà. Drôle de considération. Donc, effectivement, alors dans ce livre, on entre de plein pied dans la psyché de cet être qui a complètement, vous l'avez dit, complètement déconnecté. Et c'est la raison pour laquelle on est dans du sujet-verbe complément. Lui, il s'est réfugié dans un éternel présent. Il a fait une croix sur son passé. On découvrira par la suite
ensuite pourquoi. Il n'a pas non plus d'avenir et il est simplement dans la pousse, c'est-à-dire le temps végétal et végétatif de ces bonsaïs dont il a la charge. Voilà. Aussi une réflexion sur l'état de la planète. Exactement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette terre? Exactement. Alors, au fait, le départ, c'est de parler des bonsaïs, c'est un prétexte. Un prétexte pourquoi? Parce que je trouvais un peu, en tombant dessus comme ça, que c'était un bon moyen d'étudier le rapport complètement ambigu qu'on a à la nature, qui est un rapport à la fois d'admiration, parce que bien sûr, les bonsaïs, ce sont des êtres vivants, ce sont des arbres, mais en même temps d'admiration de quelque chose qui est totalement artificiel. Et si on les trouve beaux, c'est parce qu'ils sont contraints. Et ce dont je voulais parler, c'était tout simplement de notre violence. L'homme a ça en lui, cette violence qu'il dirige soit directement contre lui-même, et là c'est pas la peine de faire un dessin, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire, et même aujourd'hui ça continue allègrement, il suffit de voir un flash info, et cette violence qu'il dirige aussi, et de plus en plus vivement, et moi je m'en inquiète, contre la planète, contre la Terre, c'est la question environnementale. Voilà, mais il y a en même temps des choses qu'on ne peut pas arrêter ou difficilement. Elle continue, cette jeune femme, à lui parler en disant « Avant, faire des enfants, c'était synonyme de vie. Maintenant, c'est synonyme de mort. » C'est ça que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas informés. Alors ils gardent leurs réflexes d'avant, qui vont tous nous tuer, parce qu'on grouille comme des cafards sur la Terre, qui n'en peut plus, parce qu'une espèce ne peut pas proliférer comme ça. Un écosystème est un équilibre. Voilà, alors ça c'est quelque chose que je pense fondamentalement. Pour que les téléspectateurs aient une idée de l'ambiance générale du livre, j'essaye de faire référence à des personnages de littérature, en ce qui concerne le maître bonsaï, qui moi m'ont beaucoup frappé, comme Bartleby le scribe de Melville, ou L'étranger, bien sûr, de Camus, des gens comme ça qui ont complètement déconnecté. Et elle représente ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce principe de réalité et cette question environnementale qui l'habite très fortement. Je ne dévoile pas jusqu'où, parce que c'est ça tout l'enjeu fictionnel du livre. Mais c'est vrai qu'on continue aujourd'hui d'avoir des réflexes de reproduction. Je vous donne un exemple tout bête. Moi-même, qui suis habité de ces questions-là, si tout se passe bien, je vais avoir un enfant d'ici très très peu de temps. Eh ben, bravo. Voilà, et ben exactement, vous venez d'illustrer ce que je voulais dire. Qu'est-ce que les gens vous disent? Ils vous disent soit bravo, soit félicitations. C'est-à-dire que c'est comme si, là, avec la fille que je vais avoir, j'achetais 2 Hummers par mois pendant 100 ans, et vous me dites félicitations. C'est-à-dire qu'on a des réflexes qui sont hérités d'un temps totalement préhistorique, qui nous font aller droit dans le mur, parce qu'aujourd'hui, il y a cette question environnementale, cette question de la surpopulation, de l'énergie, du climat. Alors c'est pas hasard, parce que c'est vrai que les bonsaïs lui racontent des histoires à votre héros, et vous racontez finalement aussi ces histoires qui sont des contes qui nous mènent aux antipodes de nos régions, et notamment un très très joli conte avec un cerisier blanc qui est lié par son nom à une jeune femme qui va se sentir mal et même mourir parce que ce cerisier va être déraciné par une tempête. Oui. C'est aussi pour illustrer que ce lien avec la nature que votre héros retrouve quelque part en essayant de la contraindre, ce lien on l'a perdu définitivement, ce lien avec la nature? Alors c'est un autre aspect du livre qui pourrait apparaître comme un huis clos entre ce maître bonsaï et cette jeune femme, mais en réalité il y a un troisième personnage, c'est celui dont vous parlez, ce sont les bonsaïs eux-mêmes, parce qu'ils sont là, ils sont présents et effectivement ils racontent des histoires. Alors il y a un très beau compliment involontaire qu'on m'a fait, c'est que des lecteurs m'ont dit ces légendes, ces contes que vous mettez dans le texte, que vous racontez, on dirait presque qu'ils ont été inventés. Ah ça je trouve ça fabuleux, j'aurais jamais pensé qu'on puisse me dire ça, mais bien sûr, ils ont été complètement inventés. Alors là c'est là que finalement le faussaire a peut-être pas complètement raté son œuvre, donc j'en étais très content. Et oui, pour répondre précisément à votre question, le rapport à la nature, il est aujourd'hui, encore une fois, dans l'ambiguïté de cette admiration et de cette destruction extrêmement dangereuse. Vous ne pensez pas que c'est en train de changer quand même un peu ça, que depuis quelques années, il y a ce retour à la nature? On est informé aujourd'hui sur l'état du monde, l'état de la planète, et il y a quand même pas mal de mouvements vers un retour à la nature. Ce que vous me dites, ça me fait penser à un double contre-la-montre, et je ne sais pas lequel des deux ira plus vite. Le premier contre-la-montre, c'est celui de l'évolution des mentalités. Quand Al Gore pollue énormément en faisant sa conférence mondiale, parce qu'on lui a beaucoup reproché ça, n'empêche qu'il fait énormément, je l'espère, évoluer les mentalités. Mais jusqu'à quel point, par rapport à l'autre contre-la-montre, qui est celui de la destruction des écosystèmes, de la raréfaction de la biodiversité et du réchauffement climatique, tout simplement, de l'élévation du niveau des mers. Alors voilà, alors je ne sais pas, et personne ne le sait aujourd'hui. En tout cas, il y a un réchauffement climatique local, c'est ici. La température monte, il y a des gens qui s'entraînent, c'est terrible. Une dernière question avec Soraya. Oui, on l'a vu, vous avez écrit des essais, vous avez choisi ici la forme du roman, presque de la parabole. Pourquoi avoir choisi avec ces thématiques-là le romanesque? Qu'est-ce que ça apporterait de plus qu'un essai, par exemple?
Alors c'est une excellente question et c'est plus globalement la question de savoir ce qu'apporte la fiction. Alors je crois que c'est tout simplement la sensation et le sentiment, le fait d'arriver même inconsciemment à faire de manière invasive pénétrer une idée par l'intermédiaire de gens qu'on rencontre, qui sont ces personnages, peut être beaucoup plus percutant, beaucoup plus fort que si froidement je vous annonce les idées, comme on l'a fait d'ailleurs en discutant ensemble. Voilà, Le Maître Bonsaï, c'est le dernier dernier roman en date d'Antoine Bueno, notre invité. C'est une lecture qu'on vous recommande chaudement. C'est un livre qui est paru chez Albin Michel. Après La mémoire des arbres, La mémoire de l'air. Et je vous le recommande chaudement aussi. Et c'est recommandé chaudement également. Réchauffement climatique donc assez conséquent sous ce chapiteau. C'est un livre de quelqu'un qu'on a reçu récemment sur ce plateau. C'est l'écrivain belge Caroline Lamarche. Et c'est vraiment très très bien. C'est vrai qu'on l'a reçu récemment. Et pour autant, ce livre, je pense qu'elle l'avait écrit avant. Pour tout vous dire, c'est un texte qui avait été porté sur la scène. Je pense que ça avait fait l'objet d'une lecture par Dominique Blanc au Festival d'Avignon. Ouais. Et c'est vraiment un texte tout indiqué pour la scène, j'ai presque envie de dire. Et en même temps, c'est tout à fait à lire comme un récit, comme un roman. C'est vraiment puissant, c'est très très beau. Vous voyez, c'est tout petit. Et en même temps, moi, je me suis pris une claque avec La mémoire de l'air. C'est l'histoire d'une femme. C'est un monologue. C'est pour ça que je vous disais que ça se prête très très bien à la scène. C'est une femme qui nous raconte une histoire d'amour avec un homme passé qu'elle appelle Davant. D'ailleurs, c'est devenu son nom. Il s'appelle Davant. C'est comme ça qu'elle le nomme. Et c'était une relation assez difficile. Il y a beaucoup de cruauté, beaucoup de violence. Et à un moment de cette relation, il va y avoir le geste de trop, justement, dans cette cruauté, dans la violence, qui va la ramener, elle, à un épisode de sa vie bien plus ancien, empreint d'encore plus de violence. C'est un viol. Et c'est un livre incroyable, justement, sur ces questions-là, la question de la violence entre les êtres, la question de la violence dans la relation amoureuse et la question du viol, pour tout vous dire. Moi, j'ai tendance à détester vraiment toutes les scènes de viol qu'on pourrait avoir au cinéma. Je trouve que c'est une catastrophe. Porter en image le viol, pour moi, c'est l'assurance de ne pas arriver à toucher véritablement ce que peut être un viol. C'est-à-dire qu'en plus, au cinéma, on ne sait pas trop de quel côté on est. Qui raconte ça? Le violeur, la violée? Il y a toujours une ambiguïté dans l'image. Oui, complètement. Oui. Et puis surtout, une fois la cruauté, la barbarie exposée, on ne nous dit rien de ce qu'est le viol. Et je dirais que le roman, les mots permettent justement ce que peut-être l'image ne peut pas. Et ici, il y a eu le récit d'un viol que je trouve incroyable, admirable, avec, et ça c'est presque gênant pour moi de vous le raconter, mais je dois avouer presque du grotesque. Cette scène de viol, il y a eu des moments où j'ai ri. Et ça, je dirais que c'est toute la force et toute la puissance de Caroline Lamarche. Je ne suis pas en train de vous dire que le viol c'est un truc rigolo, loin s'en faut. Mais ici, le personnage, et c'est tout le sel, c'est tout le talent de Caroline Lamarche, c'est qu'elle arrive à raconter de la cruauté, de la violence, de l'immonde, de la barbarie, avec parfois toute l'ambiguïté, toute l'ambivalence que le réel peut avoir. Et ça, aucune image ne peut le raconter. C'est d'une puissance rare. Ce livre, je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est aux éditions Gallimard. C'est signé Caroline Lamarche, donc intitulé La mémoire de l'air. Merci Soraya, merci Antoine Bueno d'être passé sous ce chapiteau. On va passer à un autre chapiteau, parce que ici, à Bruxelles, sous un autre chapiteau, se tiennent les représentations de la dernière création en date des Baladins du Miroir. Compagnie itinérante fondée il y a de nombreuses années par Neil Paxinou, on lui doit des spectacles comme Le Producteur de Bonheur ou encore Les Oiseaux de Passage. Ils ont posé leur valise pour quelques jours, pour quelques semaines à Watermal-Boisfort pour La Bonne Âme du Szechuan. Alors, La Bonne Âme du Szechuan, c'est une pièce qu'on connaît, c'est quasiment devenu un classique, signé Bertolt Brecht, mise en scène en tout cas par Gaspard Leclerc et François Houard. C'est Gaspard Leclerc qui nous rejoint en compagnie de Geneviève Knops. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes donc à Watermal-Boisfort, anciennement place Bischofsheim, je pense qu'elle a changé de nom il y a quelques années. Voilà, place Païfa, pour La Bonne Âme du Szechuan, que vous avez vu. Oui. Cédric, alors ça nous raconte quoi? Et puis on va en parler avec nos invités. Ça nous raconte quoi? C'est un peu long à décrire, mais c'est vrai qu'on va se retrouver face à de nouveau un personnage féminin. C'est une prostituée qui reçoit la visite de 3 envoyés finalement divins. Elle va offrir le gîte pour une nuit, et grâce à ça, les trois envoyés divins vont lui donner de l'argent, et grâce à cet argent, elle va ouvrir un petit commerce de tabac. Ça, c'est le début de la pièce. Et puis après, il y a toute une série de thématiques qui vont se développer sur base de ça, sur base aussi de ce personnage extrêmement bon, extrêmement
vraiment tourné vers les autres, dans une société qui est une société en crise, hein, avec énormément de pauvreté autour. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette bonté et qu'est-ce que les autres font aussi de cette bonté? Quelles sont les thématiques que vous aviez envie de développer dans ce spectacle? Tout d'abord, pour les baladins, c'était très important de continuer de temps en temps à sortir des grands auteurs, donc Bertolt Brecht, que plus personne ne monte aujourd'hui parce que beaucoup de comédiens, parce que une pièce parfois de théâtre qui peut paraître un peu poussiéreux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le thème de la pièce, comme vient de le dire Cédric, c'est que voilà, la pauvreté, la crise, eh bien, nous sommes baignés en plein dedans, et pourtant il y a moyen de monter ce genre de sujet avec, je ne dirais pas de la légèreté, mais avec une certaine distanciation, oui, qui nous permet de porter la un autre regard. distanciation brechtienne, justement. Voilà, justement, ça s'y prête tout alors, à fait. comment justement les baladins du miroir se sont emparés, ont apprivoisé quelque part ce texte et cet auteur? D'abord, c'est très brechtien de travailler avec une troupe, et comme on est une troupe, et qu'on privilégie vraiment ce rapport à la troupe et la troupe par rapport au public, eh bien c'était parfait. Brecht, c'est parfait pour nous. Et donc on a travaillé avec nos metteurs en scène. On a d'abord travaillé beaucoup sur le texte parce que c'est un texte assez touffu et on a dû faire quelques coupures évidemment. C'est-à-dire qu'on a déponctué le texte pour y mettre des respirations, ce qui permet de faire avancer le texte qui est très long, de lui donner une certaine rythmique que l'on impose, qui s'impose par le texte et qui fait qu'on peut du coup jouer beaucoup sur les images extérieures amenées par la mise en scène et qui fait qu'au lieu d'en faire ce théâtre poussiéreux, d'en faire un théâtre un peu festif, un théâtre très, très ouvert. C'était pour aussi créer ou recréer ce lien avec le public à travers cette pièce qui est peu jouée? Oui, les baladins, on se revendique un théâtre populaire. C'est clair qu'on a un théâtre qui va vers les gens, on s'installe sur les places publiques, on essaie d'être vraiment dans un théâtre de proximité. Alors effectivement, on a un public fidèle, mais bon, aujourd'hui nous vivons dans un monde en crise où il y a une surenchère de spectacles, donc il faut aussi conquérir un nouveau public chaque jour. Et c'est vrai que de pouvoir montrer à notre public fidèle des choses différentes pour se renouveler. Ouais. Donc on garde l'esprit, mais on évolue sur la forme et sur, on cherche aussi à explorer l'espace différemment. Ici, on a exploré l'espace de façon très très concrète, bifrontale, on joue derrière le gradin, ça sort de partout. Et puis surtout, c'est ce public qui vient pour passer une soirée de détente. Donc on refuse le théâtre politique, le théâtre de revendication. On préfère ce théâtre et en cela Brecht convient de nouveau parfait à ce type de théâtre. Pourtant il est engagé, c'est quelqu'un d'engagé, Brecht. Brecht est engagé, mais il y a différentes manières de le monter. Ouais. C'est quoi l'esprit des baladins? C'est un peu quelque chose, depuis la création des baladins, qui a été très cher à Neil Paxinou, qui a créé la compagnie d'ailleurs, de toucher tous les sens du spectateur. Donc que ce soit olfactif, auditif, etc. Un peu comme on le fait aussi à l'opéra. Quelqu'un qui n'est peut-être pas sensible au texte sera sensible à la musique, sera sensible à la sensation d'être dans un espace, sera sensible à la proximité. Ouais. Et donc, voilà. Nous sommes dans un chapiteau depuis lundi, on y est jusqu'à demain. Oui, mais nous sommes ici à Kuckelberg, au Parc Victoria, dans ce chapiteau El Grito. Quand vous vous retrouvez dans un chapiteau comme celui-ci, on parle de cirque depuis le début de la semaine, est-ce que vous avez finalement le même rapport au public, même si c'est du théâtre ? On a un rapport très très proche avec le public. Il arrive que moi, par exemple, pendant le spectacle, je me déplace dans le public, je le touche. Enfin, je ne l'agresse pas du tout, mais je lui propose, je lui parle directement, je lui propose des petites choses à manger. Enfin, ça c'est dans ce spectacle-ci. Mais donc, ça crée un lien avec le public plus jeune aussi, même avec le public scolaire. Il leur est permis de réagir à certains moments. C'est vrai qu'il y a une vraie parce que cette proximité aussi appelle ça, et en même temps appelle aussi. Moi qui étais je vois des spectacles sous chapiteau aussi, je trouve ça assez fascinant de voir les gens de si près. Voilà, c'est à voir jusqu'au 29 mars à Boisfort, les baladins du miroir. Et puis les baladins, comme leur nom l'indique, se baladent. Les 3, 4 et 5 avril, ce sera du côté de Tournai. Les 24, 25 et 26 avril à Arlon, etc., etc. Vous allez bien sûr sur notre site internet pour en savoir plus. Le spectacle qui se joue pour l'instant, c'est donc le texte de Bertolt Brecht, La bonne âme du Séchouan. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Voici tout de suite ma plus belle rencontre avec Rémi Gaillard. J'aime bien aussi, quand tu es poétique, je te l'ai dit, le Père Noël qui m'en dit pour avoir des jouets. Ouais. Ça, c'est beau. Comment c'est devenu cette idée?
Je sais plus, je sais plus. Tu sais, moi, j'ai les idées au quotidien. Je peux pas m'empêcher de me balader dans la rue sans imaginer une idée. Quand je passe devant un magasin de cheminée, je me dis putain, je vais y revenir demain pour y faire des saucisses. Tu vois, et j'ai des idées comme ça un peu tous les jours. Donc ça devait être une période à Noël et je me suis dit, enfin, je sais pas. Je sais plus comment viennent les idées. Je pourrais pas te dire comment j'ai eu cette idée, mais. Mais toi, c'est extrêmement poétique, ce Père Noël dans ce monde de misère qui mendie pour avoir des jouets. Bah, c'est un petit peu la réalité du monde d'aujourd'hui. Hein. Ben oui, ben oui. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell rock. Yeah! Jingle bells chime in jingle bell time. Ooh. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Wow. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Away! Jingle bell time is the swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Tu joues au pilote de Formule 1 dans un magasin en faisant péter le champagne. Alors là, je voudrais simplement que tu rendes service à l'humanité entière. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces cons de pilotes de Formule 1 qui font péter le champagne tous de la même manière, de manière honteuse face à la pauvreté du monde? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de leur bouteille de champagne? Ben, ils pourraient se la mettre dans le cul, par exemple. Oui. Ou pas, hein. Mais enfin, ils sont en combinaison. C'est quoi ton prénom? Jean-Louis. Jean-Louis, je suis fan. D'accord. Je suis fan de toi. Mais je te pose des questions. Non, mais je suis fan de toi. Tu es gentil, tu es gentil. Est-ce que tu es un gag dont tu rêves et que tu n'as pas réalisé encore? Franchement, ouais. Si je pouvais venir faire le camp Belgique, ça serait chouette. Parce que je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir un cerveau belge et la façon dont tu m'interviewes, ça me plaît. C'est con, hein, enfin, de te le dire, c'est un peu gâcher le truc, mais c'est la réalité. J'aime bien votre dérision, j'aime bien votre connerie. Ça me plaît, hein, franchement. Alors, si je viens pas, c'est peut-être parce qu'il fait moins beau que chez moi dans le sud de la France, mais franchement, j'aime bien chez vous. Ouais, j'ai peut-être un regret, c'est de ne pas faire ça. Voilà, le film avec Rémi Gaillard, réalisé par Raphaël Friedman, s'appelle tout simplement N'importe qui et il est en salle depuis maintenant quelques jours. Eh bien, c'est en faisant n'importe quoi qu'il est devenu n'importe qui. Nous allons parler de bande dessinée à présent avec un retour qui va en surprendre plus d'un. C'est Bob et Bobette qui reviennent, mais complètement transformés dans des aventures qui n'ont plus rien en commun avec la version de Willy van der Steen, hein, leur créateur qui aurait 100 ans aujourd'hui. Je pense qu'il est né en 1913. Euphoria est le premier album de ces Bob et Bobette relookés, dessiné par Charles Cambrai et imaginé par quelqu'un qui va nous rejoindre. C'est le scénariste Marc Legendre, un Anversois qui est exilé aujourd'hui aux Canaries et qui s'est déjà attaqué à une reprise du Chevalier Rouge du même Willy van der Steen. Bienvenue également à Serge. Voilà l'album. Alors il y a toujours marqué Willy van der Steen parce que voilà, ce sont les personnages de Willy van der Steen qui sont au centre de cette bande dessinée et on les retrouve tous. Il y a Jérôme, il y a Lambic, il y a évidemment Bob et Bobette, sauf que ces Bob et Bobette là, on ne les reconnaît absolument plus. Ils ne parlent absolument plus comme dans les bandes dessinées originales de Van der Steen, qui continuent d'ailleurs à sortir. Il y a déjà un deuxième album qui est sorti du côté flamand et qui va suivre, c'est la deuxième partie d'Euphoria. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ruer dans les brancards et de rebooster quelque part ces deux personnages? L'année dernière, c'était le centenaire de Willy van der Steen. Willy van der Steen. Et alors l'éditeur voulait faire quelque chose de spécial, mais pas une chose que tout le monde attend. Déjà fait. Oui. Ou qui alors attendait. il disait on va faire quelque chose qui
qui va pas choquer, mais qui va être un peu différent. Alors, il y avait le rédacteur en chef, Johan de Smet, qui avait quelques idées. Il y avait Charles Cambré, qui est le dessinateur, qui avait quelques croquis. Et eux, ils avaient parlé un peu. Ils ont dit, on doit avoir une histoire, un scénario. Ils sont venus chez moi et ils ont demandé, est-ce que tu peux faire un scénario, une synopsis de 9 tomes. Et moi, j'ai fait un essai. Ouais. Mais ce n'était pas l'idée de réinventer Bob et Bobette. On a gardé le ADN des personnages. Est-ce qu'il fallait quand même quelque part trahir pour rester malgré tout dans l'esprit des aventures, mais avec une modernité qui est très présente? Non, je ne crois pas, parce que je crois que l'idée était comment Bob et Bobette et Lambic, comment ces personnages seront aujourd'hui. Ouais. Et parce que, par exemple, Bob et Bobette, ils ont grandi, ce sont des adolescents ou un tout petit peu plus, ils ont 17 ans, 18 ans maintenant, aujourd'hui, dans Euphoria. Ouais. Lambic, Sidonie, ce ne sont pas des vieillards, mais ils ont vieilli. Alors, Lambic est au chômage. Oui, mais c'est parce qu'ils vivent maintenant vraiment aujourd'hui. C'est notre époque, il y a la crise, il y a les problèmes que tout le monde a. Et on a dit, avant, les histoires pour les jeunes, la série rouge, disons. Là, Bob et Bobette sont des jeunes, ce sont des enfants. Les méchants ne sont pas vraiment des méchants. À la fin, ils disent « Ah, c'est pas bon que je suis méchant, alors je vais changer ma vie. » Alors, on a dit « Mais on ne doit pas... » C'est pas ça la vraie vie. Non, voilà. Mais vous avez grandi là-dedans, vous avez grandi comme, je veux dire, pas mal de Belges, vous avez grandi avec Bob et Bobette. Oui, et ça, dans notre jeunesse, c'était les histoires pour les jeunes. Et nous, on pensait tout le temps que c'est pour les enfants. Alors, à un moment donné, tu ne lis plus Bob et Bobette parce que tu as... On grandit. Voilà, bah ouais. Et ça ne te plaît plus. Et maintenant, ils ont dit, mais imaginez-vous que tu fais des histoires pour les plus âgés, pour les adultes. Ouais. Et justement, on parlait de tout ça, de trahison, et puis que ça a été un peu loin. Je me demandais, en tant que scénariste, quelles sont les limites à ne pas dépasser? Parce qu'il y a quand même quelque chose, vous avez été loin, mais... Voilà, il faut aller loin, mais pas trop loin. Non, il n'y avait pas tellement de limites. Je crois qu'il y en avait deux. Il y avait que Bob et Bobette ne peuvent pas avoir une relation amoureuse et que Lambic et Sidonie ne peuvent pas se marier. Et c'était ça. Mais on n'avait pas envie d'utiliser ça parce que ce n'est pas tellement important pour une série d'aventures. Et pour l'histoire, ça n'apporte rien. Est-ce qu'il y a des gens, des lecteurs, qui sont revenus vers vous? Parce que je l'ai dit, ça fait déjà quand même quelques mois que la version néerlandophone est déjà sortie. Là, maintenant, ça sort en français. Est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus vers vous en disant qu'on a quand même été un peu choqués, qui ont été un peu bouleversés de voir leurs habitudes de Bobette complètement chamboulées par votre projet, quoi? Pas tellement. Disons qu'on a eu 2 ou 3 réactions comme ça. Pour le reste, il y avait beaucoup de gens qui ont dit... Avant, ils avaient peur. Avant, ils disaient, quand ils ont entendu que l'éditeur voulait faire quelque chose avec Bob et Bobette, alors c'était un peu, pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maltraiter l'héritage de Van der Steen. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas permis. Alors, ils ont lu, ils ont vu l'album, et ils ont dit, mais ce n'est pas comme on avait... prévu. C'est autre chose. C'est pas ce qu'ils avaient craint, finalement. Oui, et ils disent qu'eux, ils n'avaient plus lu Bob et Bobette, mais maintenant, c'est comme Bob et Bobette ont grandi avec eux. Et que ce sont des... Ils disent, Lambic, c'est plus Lambic que le Lambic dans la série rouge. C'est plus le caractère que nous, on se souvient d'antan. C'est notre Lambic. Et ça fait plaisir parce qu'on a essayé d'être vraiment dans les personnages de Van der Steen, pas inventer un nouveau personnage, vraiment utiliser le lambic qu'a créé Van der Steen. Voilà, c'est Bob et Bobette, nouvelle saga, nouvelle formule. Le tome 1 d'Euphoria vient de sortir, le tome 2 est déjà sorti en Flandre, sortira bientôt aux éditions Paquet dans les mois à venir. Et puis bien sûr, la série traditionnelle continue évidemment avec les albums rouges, les fameux albums rouges signés par toute l'équipe, par tout le studio Van der Steen. On va terminer avec vous, Serge. Et il y a un spectacle qui se passe au Théâtre de la Toison d'Or, mais attention, pas dans la grande salle, c'est dans le café-théâtre de la Toison d'Or. Et c'est une création intitulée « Publicitez-moi ».
Oui, c'est assez étonnant comme spectacle parce que il nous demande de participer et on est envahi de publicité, hein. Comme on dit aussi depuis tout petit. Et là, on va remettre face à nous, à quelques mètres de nous, les prix, les awards de la publicité. Et on va voir donc toute la cérémonie. On vous demande d'applaudir très fort parce que tout est enregistré. Et voilà, vous allez voir plusieurs awards, des awards qui sortent de l'imagination. Ouais, et les publicités, c'est pas des vraies publicités. Enfin, c'est pas de vraies publicités, mais vous aurez par exemple l'award de la meilleure traduction en langage des signes. Donc, vous voyez un peu jusqu'où. Et alors, il y aura plusieurs publicités qui vont se faire et on va pouvoir voir comment on fabrique une publicité. Comment est-ce que les publicitaires, dans leur esprit, imaginent une publicité pour nous vendre du rêve. Alors ce spectacle, c'est une mise en scène de Kevin Ekobeck avec plusieurs comédiens. Est-ce que c'est un spectacle sur la pub ou sur le milieu qui imagine la pub et qui vit grâce à la pub? Voilà. C'est un peu un spectacle sur la pub parce que bien sûr on voit des publicités qui servent à rien, le chewing-gum rajeunissant, on le comprend qu'on essaie de nous vendre un peu n'importe quoi dans la vraie vie, mais c'est surtout un spectacle sur le milieu publicitaire. Et c'est là mon petit bémol parce que c'est un spectacle où il y a, comme on dit, des private joke. Donc, si on est dans le milieu de la communication, de la publicité, on comprend ce qu'ils veulent dire, les deadlines, les brainstorming, les gens qui parlent comme ça, qui se la jouent un peu, le fait de voler quelqu'un qui sait bien faire la pub à une autre boîte et de l'amener dans sa boîte. Mais au niveau du vocabulaire et du milieu, je me souviens du premier film, Les Trois Frères, avec voilà, c'est un peu dans les cette Inconnus, idée-là, oui. dont un des trois, je crois que c'était Legitimus, évoluait dans ce milieu-là. C'était déjà une critique. C'est un film qui a 20-25 ans. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ce spectacle-là porte un autre regard, un regard neuf là-dessus? Je dirais que non, c'est toujours ce fameux petit bémol. Et puis d'un autre côté, est-ce que la publicité a vraiment évolué et n'a pas toujours le même but, c'est de nous vendre du rêve, de nous vendre le plus cher possible. Donc voilà, d'un autre côté, ça dure 1 heure, ça passe très vite, on rigole, on s'amuse et je pense qu'un spectacle, c'est aussi ça l'important. Voilà, c'est au Café Théâtre de la Toison d'Or, c'est jusqu'au 7 avril. Attention, c'est uniquement les dimanches et lundis, c'est-à-dire jour de relâche pour les autres théâtres en général et pour la grande salle du Théâtre de la Toison d'Or où un autre spectacle se tient. Merci Serge, merci beaucoup à tous d'avoir été dans cette émission. On se retrouve demain, toujours ici, sous le chapiteau d'El Grito pour continuer à parler de ce festival Up, 13e édition. Nous recevrons Véronique Castagnier, Gab Blondowell, Patrick Rougirs aussi. Il fait pas de cirque, mais il vient de sortir un bouquin. Et puis nous recevrons également le Carré Curieux qui a évolué pendant toute cette émission. Derrière nous, bonne soirée et à demain. Merci. Différent.